Cher Flock, je suis ravi de vous revoir, d'autant plus que, en général, lorsque nous nous voyons, c'est parce qu'un nouveau livre paraît, un nouvel album, un nouveau livre d'art, un nouveau livre d'images, comme vous aimez à les qualifier. Alors, celui qui nous réunit aujourd'hui est un album historique, puisqu'il s'agit de nouvelles aventures de Blake et Mortimer par Flock. Alors, je dis que c'est historique parce qu'en réalité, non pas parce que tout le monde attendait qu'il y ait un Blake et Mortimer par Flock, mais parce que ce Flock, en fait, renouvelle l'expérience des premiers lecteurs, des premiers albums de Edgar P. Jacobs. Et j'ai eu le sentiment, en le lisant, que je me retrouvais à l'époque où je lisais pour la première fois, et puis je relisais, et puis j'avais cette espèce de compulsion à relire le mystère de la Grande Pyramide ou le mystère de l'Espadon. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir renouveler cette espèce de pulsion du lecteur vers des personnages qui sont des archétypes? Je n'aurais pas cette prétention. Je dirais simplement que il est certain que pour moi, Jacobs, c'est les trois premiers jusqu'à la marque jaune. Et peut-être même celui que je préfère, assez bizarrement, c'est l'Espadon, parce que je l'aime d'un point de vue graphique. Il est extrêmement simple. Vous avez un avion rouge dans un ciel bleu avec quelques nuages blancs et le trait noir qui magnifie ses couleurs primaires. L'histoire et même l'aventure, pour moi, c'est presque secondaire. Quand j'étais enfant, je lisais tout ça et j'étais plus marqué par les ambiances, par le fétichisme vestimentaire, par beaucoup de choses comme ça. Comme chez Hergé, d'ailleurs. Chez Hergé, mon album préféré, c'était Les bijoux de la Castafiore, parce que j'étais dans un salon, enfin, j'étais chez moi. Et puis, où j'ai adoré quand le capitaine Haddock est devenu châtelain de Moulinsart et qu'il a commencé à s'habiller autrement qu'avec son vieux pull de marin. Voilà, ça m'amusait beaucoup. Et c'est la même chose chez Jacobs. J'ai compris que ces deux personnes-là étaient des titans de la bande dessinée, pas simplement parce qu'ils racontent des aventures, mais parce qu'ils ont réussi à créer un intimisme. Et c'est là à ça que je m'accroche, moi. Et j'ai essayé de trouver un moyen terme, me retrouver à mi-chemin avec Jacobs, mais sans faire allégeance. Je veux pas dire du mal des autres, mais je trouve qu'ils font tous allégeance à Jacobs. Et pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner parce que Jacobs est quelqu'un qui sort de la guerre, vous voyez, et donc sa gravité, imaginez même qu'il supposait une troisième guerre mondiale, hein, et donc sa gravité, elle était justifiée, vous voyez. Mais moi, en tant qu'enfant des années 60, avec l'insouciance d'une société de consommation et heureusement matinée de contre-culture pour moi, pour me faire plaisir, je peux pas prendre cette gravité, je l'ai pas en moi en fait, si vous voulez. Alors que de l'épouser de façon un peu factice, en plus avec une science-fiction qui n'en est pas une, puisqu'on sait ce qui s'est passé, donc ça fonctionne pas. Jacobs et lui prenaient des risques. Et donc, moi, plutôt, j'ai tendance à dire que plutôt qu'une pâle copie, j'ai essayé de faire un pas de côté. Oui. Alors, dans le service de presse que les journalistes ont le privilège de recevoir, il y a un texte remarquable de Nicolas Trépalé qui dit notamment ceci, que Floch, en réalité, a proposé une émanation poétique de Blake et Mortimer, presque une abstraction. Et j'ai trouvé que ça correspondait exactement à ce que l'on a comme sentiment en entrant dans l'album avec des cases beaucoup plus grandes, le texte qui est épuré, on n'a pas ces longues descriptions qui n'en finissaient plus, écrites en petits caractères, qui lassaient finalement l'absorption de l'univers d'Edgar Jacobs. Par contre, ici, on entre dans une espèce d'incandescence de l'univers de Jacobs, mais dans un autre environnement graphique. Oui, j'ai essayé d'apporter mon rythme, j'ai essayé d'apporter ma petite musique. Et même les couleurs que vous voyez dans l'album normal, elles ont été un peu édulcorées par le fait que c'est un très gros tirage, hein, je crois 200 000, et donc les couleurs sont même moins fortes que ce que j'ai choisi. Alors,
je ne rêve pas d'être Jacques Demy dans Les Demoiselles de Rochefort, vous voyez, mais j'aime bien cette idée de poétique, en effet, de pas avoir peur des roses, de pas avoir peur des couleurs. Vous voyez, par exemple, vous avez noté sans doute que j'en ai fait un roux, parce que pour moi, il est roux. Alors, peut-être que c'est même au-delà de la pensée de Jacobs, mais pour moi, c'est un Celte, c'est un Écossais, et donc je veux qu'il soit roux, parce que les roux sont un peu fous, vous voyez, et il est un peu fou. Et voilà comment j'ai fonctionné. Peut-être qu'on retrouve, non pas dans les couleurs de la version courante de l'album, peut-être que l'on retrouve ce côté Jacques Demy dans les choix des lieux et de l'époque. Quand on voit la manière dont vous avez stylisé le siège de l'ONU à New York, ou quand on voit la manière dont les rues de New York, les parcs de New York sont racontés, il y a quand même cette manière d'aller en quelque sorte à l'essentiel. Oui, en fait, comme la chose le réclame un petit peu, j'ai essayé de berner encore une fois les gens en faisant une sorte d'illusion de blockbuster, si vous voulez. Mais en fait, j'ai fait du théâtre. C'est un huis clos. C'est vraiment comme un, une scène de théâtre. Vous voyez d'ailleurs, si vous regardez bien, je fais très souvent les trois côtés et je ne fais jamais le contre-champ parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, les imbéciles qui aiment que les dessinateurs suent et souffrent sur le dessin pour essayer d'imiter Jacob, moi je ne fais pas partie de ça, vous voyez, au contraire, j'applique mes méthodes et c'est possible qu'elles soient plus poétiques de la même façon que le cinéma que j'aime, celui des années 30, 40, par exemple je préfère de loin la période anglaise de Hitchcock à la période américaine, parce que la période anglaise, elle est poétique, même dans le drame, il arrive à rire, il arrive à, vous voyez, et puis surtout, vous pouvez avoir aussi un petit village avec un train qui passe, et vous voyez assez facilement que c'est une maquette, vous voyez, et ce côté toc, moi, ça me plaît, alors que l'hyperréalisme presque me dégoûte. Alors, est-ce qu'on peut venir à la genèse de cet album et notamment au rapport entre Floch, dessinateur, créateur graphique, et les deux scénaristes? D'ailleurs, pourquoi deux scénaristes? Vous travaillez avec Fromental d'habitude? Ouais. Alors, on pourrait croire que j'ai pris les scénaristes de l'opus précédent, ce Oui. qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai décidé tout d'un coup de le faire par contradiction avec moi-même, parce que on sait que je n'aime pas l'aventure, vous voyez, et puis par presque énervement par rapport à ce qui se faisait, en fait, que je n'aimais pas beaucoup, pour tout vous dire. Et donc, quand j'ai décidé de le faire, j'avais un programme en tête. New York, ne pas mettre pas d'allégeance au tic insupportable pour moi de Jacobs, ne garder que ce qui me plaît, trouver une machination. Enfin, j'avais un grand nombre d'exigences. Et je me suis dit, bah, je vais appeler mon copain Fromental parce on se connaît depuis 50 ans. Et en plus, on a fait un bouquin, une bande dessinée qui s'appelait Jamais 203. Donc, il me connaît, il sait quel dictateur artistique je suis. Voilà. Et c'est simplement que Fromental, justement parce qu'il avait fait un Blake et Mortimer avec Bokeh, il m'a dit, d'accord pour le faire avec toi, mais est-ce que je peux ajouter Bokeh parce que par élégance vis-à-vis de lui, vous voyez, et comme je connais Bokeh, que c'est un gentil garçon, j'ai dit oui, sans pas de problème. Et concrètement, comment cela se passait? Comment cela s'est passé? Il y a eu d'abord une première mouture du scénario, ou est-ce qu'il y a eu Pas du d'abord une tout. série de contraintes que vous avez imposées dans le cadre de la charte d'Edgar P. Jacobs, c'est-à-dire les deux personnages, le méchant Ulrich qui réapparaît? Non, non, zéro obligation. Simplement, moi, j'ai décidé que j'ai expliqué en fait à Fromental, puisqu'on avait fait un livre qui s'appelait Jamais 203, qui raconte l'histoire de deux hommes qui aiment la même femme. Je lui ai dit, on va faire exactement la même chose, sauf que tu enlèves la femme et tu mets Ulrich à la place.
C'est ça qui m'amusait, vous voyez. C'était pas de faire des choses grandiloquentes. Alors, il y en a un petit peu finalement vers la fin, mais j'ai toujours fait attention. J'ai fait attention, par exemple, à remplacer des délires science-fictionnels ou scientifiques par quand même des choses scientifiques pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse faire du Jacobs, vous voyez, mais qui sont plus calmes pour moi, qui me vont mieux. Je pense à l'amnésie et je pense bien sûr aussi à la psychanalyse, vous voyez. Et eux, ils ont eu cette idée merveilleuse d'ajouter aussi Sun Tzu. Oui, 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 l'art de la guerre, qui est le titre, qui est le Et titre. l'art de la guerre, mais je pourrais presque dire que c'est même plus l'art de la guerre, enfin c'est l'art de la guerre aussi, La mais c'est manipulation. aussi de la psychologie, vous voyez. Voilà, C'est la la psychologie. manipulation psychologique dans les combats, hein, ou dans les affrontements. Il y a quelqu'un qui disait que la psychologie, je vais le dire avec des termes propres, mais qui disait la psychologie, c'est avoir les autres avant qu'ils ne vous aient. Hmm. Alors, il y a dans l'album que l'on, à nouveau, que l'on lit plusieurs fois. On ne peut pas ne le lire qu'une seule fois. C'est un album dans lequel on a cette espèce de besoin d'y retourner. On observe à chaque lecture différentes références, des allusions, des clins d'œil. Notamment, je pense que cette période des années 50, l'album est situé en 1953. Avez-vous dit dans une interview, mais je ne pense pas que ça apparaisse dans l'album, tous ces éléments-là de référence artistique à Andy Warhol ou à Edward Hopper, on sent qu'il y a là une sorte de jubilation, comme si vous faisiez plaisir en instaurant du floc dans l'histoire, ce qui nous ravit. C'est le privilège ou le tic d'un garçon de ma génération. Vous voyez, le temps de l'innocence est terminé. Les titans comme John Ford au cinéma ou Hergé, Milton Caniff, Jacobs, vous voyez, n'ont pas, n'avaient pas de second degré. Vous voyez, tout était linéaire, même si pas toujours, mais disons que nous, on a apporté le second degré. Tous ces films, vous voyez, avec la nouvelle vague, mais même après, plus encore après la nouvelle vague, les Arthur Penn, voilà. Et c'est un cinéma qui change la donne, comme d'ailleurs en littérature, hein, le nouveau roman et tout, on en a marre des vieilles choses. La nouvelle vague en cinéma dit on en a marre des vieux scénaristes, et pourtant qui écrivaient souvent très bien. Hein, je pense à Orange et Bost et Orange, par exemple. Vous voyez, et ils les descendent parce qu'ils veulent autre chose. Et cette autre chose, il est marrant, il est vif, il est intelligent, mais peut-être qu'il est plus léger, vous voyez, qu'il n'a pas la profondeur des autres. C'est une chose et c'en est une autre. Moi, par exemple, je l'ai connu avant mai 68 et après mai 68. Eh bien, mai 68, c'était bien que ça arrive parce qu'on n'en pouvait plus du temps d'avant, vous voyez, mais on a perdu des choses qui étaient très agréables, comme je le disais, qui sont certainement de l'innocence, mais de la très belle innocence. Et peut-être qu'après, cette possibilité d'être ironique est une chose marrante, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, manque certainement un petit peu de profondeur. On ne peut pas tout avoir. Si on compare le travail, l'art du dessinateur dans le cadre d'une bande dessinée à l'art du cinéaste, puisque vous évoquez le cinéma, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait, par exemple, le casting des personnages et la direction photo des différentes séquences? Alors, le casting des personnages, en premier lieu, il y a toute une série de personnages dont on reconnaît Dashiell Hammett, par exemple, avec son chapeau, sa moustache, euh, qui est. Mais est-ce qu'il y a une autre manière de faire des castings de personnages dessinés? À quel moment est-ce qu'il vous semble correspondre à ce que vous voulez qu'il soit? Moi, je dirais que d'abord, la première chose que j'ai exigée, c'est pas de foule, pas de mort, très peu de personnages, vous voyez. Et donc, quand vous prenez peu de personnages, il faut bien les choisir. Mais vous me dites Dashiell Hammett, oui, il ressemble un peu à Dashiell Hammett, mais il n'en a pas comment dire, le volume, le- l'envergure. Hein, vous voyez, c'est juste
un second flic, hein, c'est ça. Mais non, c'est simplement qu'il faut que ce soit des personnages qui soient tous très différents les uns des autres, qu'il n'y ait pas de confusion. Très souvent, je vois que les bandes dessinées où il y a énormément de personnages, on finit par tout confondre. Vous voyez, il y a un blond finalement qui ressemble un peu à Blake et on se dit c'est Blake. Ah ben parce qu'il est de loin. Ah ben non, c'est pas Blake en fait. Vous voyez, moi, vous pouvez pas faire de confusion comme ça. Les voitures, c'est pareil. On sait quelle est la voiture du flic, on sait quelle est la voiture de le taxi, bien sûr, on les reconnaît. Et puis la voiture des Russes, vous voyez. Je n'aime pas cette confusion. Pour moi, le lecteur, je dois l'emmener sans accroc. Voilà. Et c'est de cette manière que je jouerai de lui encore mieux. Mais le graphisme de ces années-là a dû, Je me jouerai, pardon. le graphisme de ces années-là, des années 50, vous correspond bien ou est-ce que vous avez dû un peu forcer votre nature pour y entrer? Je pense, par exemple, dans la clinique psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique, il y a tout ce mobilier qui crée toute une atmosphère et on a l'impression que vous y êtes bien. Oui, alors non, je suis pas bien. Mon idée, en fait, c'était aussi sous-jacente, cryptée, c'était pour en finir avec la Grande-Bretagne. C'est pour ça que je les ai emmenés à New York. Je ne voulais pas, je voulais les déranger dans leurs habitudes, vous voyez, et je voulais même, c'est vache, mais je voulais ironiquement les rendre un petit peu obsolètes parce que l'anglais est quand même, regardez Lord Bolton dans l'histoire, c'est quand même des cas de figure, c'est quand même des gens très particuliers, vous voyez. Et c'est ça qui m'amusait, parce que on s'aperçoit qu'après la guerre, la vieille Europe eh ben, est vieille, est fatiguée, et alors que l'Amérique, elle, pète la santé, et il y a une sorte de transposition culturelle formidable. Et la revanche des Anglais, d'ailleurs, et des Britanniques, ça sera dans les années 60 avec les Beatles et tout ça. Et là, ils reprendront comment on dit, quand on court, là, pas le flambeau, Oui, 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 le relais. le relais, voilà, ils prendront le relais. Mais là, à ce moment-là, l'Amérique, c'est la modernité, et donc je les rends un peu ridicules. Et je me moque même, si vous avez remarqué, ça c'est des cases que moi je rajoute. Je fais dire à Blake quand il est dans le Central Park et que c'est l'été indien, et il dit l'été indien, c'est quand même un des grands charmes de New York. Et je fais répondre à Mortimer, oui, il doit déjà pleuvoir à Londres. Vous voyez, c'est une manière pour moi de dire je suis déjà loin de ça. Jamais j'aurais pu faire une histoire qui se passe en Angleterre. J'en ai trop fait et je suis ailleurs. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre, dès que j'ai terminé ce livre-là, j'ai fait pour un, un éditeur d'images et de portfolios qui me demandait de faire quelque chose pour lui. Tout de suite, j'ai fait un livre, un portfolio avec 34 images de mon Angleterre chérie et adorée et qui n'existe plus. Et j'ai appelé cette affaire-là RIP Britannia, Rest in Peace Britannia. Vous Oui, voyez, oui. donc, moi qui ai idolâtré la Grande-Bretagne, eh bien, je l'ai enterré avant qu'on ne m'enterre moi. Mais voilà, c'est très agréable quand vous êtes vieux de boucler la boucle comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a l'Angleterre telle que vous l'aimez et qui est une Angleterre nostalgique et qui n'existe plus, n'apparaît que dans cet échange-là entre Blake et Mortimer. Mais je voudrais revenir sur l'humour aussi, sur la part d'ironie que vous aimez mettre quand Blake propose à Mortimer un dernier verre dans le Penn, leur club, leur Centaur Club, la filiale à New York est le Penn Club, Pen le Club, fameux oui. Penn Club, vous réussissez à nous montrer Mortimer en chaussettes, ce qui est quand Oui. même... Ah, vous voyez, là, par exemple, Fromental m'avait passé le scénario de cette page-là. Il m'avait dit, ils vont boire un verre au bar du Pen Club. J'ai dit, non, non, pas à cette heure-là. Et j'ai dit, on va faire ça dans la chambre et il sera en chaussettes parce que le truc formidable dans Blake et Mortimer, c'est cette dualité qu'il y a entre eux deux.
ils sont très amis, mais c'est le jour et la nuit, c'est l'anglais contre l'écossais, enfin, vous voyez, c'est le saxon contre le celte, et on imagine Militaire bien, contre le savant un peu voilà, ouais. un savant un peu fou qui passe presque pour un artiste, et en comparaison de la rigueur voire la raideur de Blake, et on ne peut pas imaginer de faire la même chose dans la chambre de Blake avec Blake en chaussettes sur son lit. C'est ça qui est amusant. Alors, vous avez évoqué au début de cet entretien que l'album des trois premiers Edgar P. Jacobs que vous préfériez était le mystère de le secret de l'Espadon. Ici, vous recréez un engin volant qui est très très jacobsien, qui est vraiment comme une émanation de l'aile rouge, si je me souviens bien, dans le secret de l'Espadon. Là, il y a un hommage rendu à ce que vous aimiez vraiment dans le secret de l'Espadon. Oui, alors fondamentalement, c'est pour ça que j'avais besoin aussi de Fromental et de Bocquet, c'est que moi je ne sais pas écrire moi il n'y a que les sentiments, je ne sais pas écrire des histoires comme ça. Mais cet avion-là, si vous voulez, vous le retrouvez aussi dans le F-52 de Chaland, Oui, qui fait cette histoire avec un avion aussi supersonique. Mais en fait, les deux, Jacobs et Chaland, ils partaient d'une réalité. Il y avait à ce moment-là un F-52 ou je ne sais plus, 54, qui existait et qui était le premier avion furtif, en fait, vous voyez. Et donc, et qui a été abandonné et tout. Donc, on se sert d'une réalité de ce temps-là. mhm. Alors, Floc, pour clôturer cet entretien sur l'art de la guerre, une aventure de Blake et Mortimer, quel est le bilan artistique et que vous tirez de cette... vous avez passé quoi, un an et demi à entrer dans l'univers de cette aventure-là, de New York, de Blake et Mortimer. Quel est le bilan artistique, critique pour vous qui dites je n'aime que les sentiments et puis on se retrouve dans un récit comme celui-là? Je dirais que d'abord, vous avez bien compris que je n'en fais qu'un seul. Donc, il y avait pas une manière d'amusement, mais tout ça, je l'ai fait dans la joie et la bonne. Ce que j'aurais certainement pas fait dans la joie et la bonne humeur si je l'avais fait comme on me l'a proposé en 1990, après la mort de Jacobs. Vous voyez, quand Dargaud a racheté les éditions Black et Mortimer, et pour relancer des albums, j'ai refusé, parce que d'abord, c'était un âge où j'avais besoin d'être Flock et pas d'être Jacobs. Et puis surtout, il y avait un cahier des charges à ce moment-là qui m'a déplu au plus haut point, vous voyez, qui épousait pour moi le pire de Jacobs et pas le meilleur. Donc, il a fallu que je sache finalement qui est ce garçon qui s'appelle Flock, et vous êtes bien placé pour le savoir parce que j'ai fait beaucoup de livres, d'autofiction aussi, qu'on a commenté tous les deux, et un moment en plus vous savez, un moment de confinement en plus et tout, j'ai trouvé la joie et l'amusement de faire ça. Mais encore une fois, quand vous faites ça, vous avez un projet très précis, mais vous êtes toujours surpris par la véritable raison d'avoir fait ça. Vous ne l'attrapez pas de façon lucide. Et cette chose que j'ai apprise, parce que je crois, comme disait un écrivain anglais, on n'écrit pas pour se raconter, mais pour se découvrir. Et ce que j'ai découvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir pour en finir avec la Grande-Bretagne. Il était temps, moi j'ai 70 ans, et donc c'est un moment, vous voyez, où la postérité vous en fichez, mais vous avez besoin de bien ranger les tiroirs, de laisser des choses propres derrière vous. Et moi, je trouve formidable, après une vie d'amour béat pour la Grande-Bretagne, de clore ce chapitre parce que c'est pas vrai. Vous voyez, aujourd'hui, et en même temps, ce qui est drôle, c'est que cette Angleterre qui était réelle à ce moment-là, eh ben maintenant qu'elle n'existe plus, elle devient poétique, en fait. Et c'est ça que j'ai découvert, et surtout pour en finir avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire à l'occasion d'une chose qui pourtant ne paraît pas personnelle, eh bien j'ai clos un grand chapitre de ma vie,
Et c'était vraiment le moment de le faire. Et bien sûr, je ne regrette pas du tout. Puis on s'est bien amusé, vous savez, à faire ça. Hein. C'est pas très difficile. Hein. Pourtant, à propos de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, vous venez de faire ce portfolio que vous évoquiez, Rest in Peace Britannia. Qu'est-ce que vous avez montré dans ce portfolio et quand va-t-il être publié ou accessible ou... Il sortira donc ce mois-ci, là, en novembre. Et ce sont une galerie de personnages des 60s qui représentent la société britannique dans sa complexité, parce qu'on voyait bien qu'à ce moment-là, les gens de l'East End, comme le photographe David Bailey, prenaient une place très importante, alors qu'avant, c'était des gens qui étaient presque méprisés. Il n'y avait pas de place pour eux, vous voyez. Et donc, vous verrez, il y a 34 figures, dont des gens connus, comme la reine et sa mère, comme Brian Jones, je ne sais pas, vous voyez, et il y a Harold Pinter et tout. C'est ma galerie de portraits de mon Angleterre défunte. Vous avez aussi fait pour Louis Vuitton un beau livre, un guide de voyage sur l'Écosse. Est-ce que l'Écosse et l'Angleterre sont pour vous la même nostalgie, expriment pour vous le même regret de ce que cela a été, de ce que cela n'est plus? Oui, certainement. Vous savez, quand j'ai fait ce livre, par exemple, sur Édimbourg, je me suis aperçu que je ne pouvais même pas dessiner les gens. Parce que les gens dans les rues sont des gens du 21e siècle, c'est-à-dire toutes les femmes sont euh, euh, comment dire, tatouées, elles ont toutes des cheveux bleus, roses et tout ça. Les hommes portent pas des kilts, vous pensez bien. Et donc je n'y trouvais pas, donc je me suis dessiné avec la petite fille qui m'accompagne. Et puis je rencontre des grands hommes, donc on n'est pas que tous les deux, mais je me suis passé de dessiner les gens, vous voyez. Moi, je serai du 20e siècle jusqu'au bout. Hein. J'ai du mal avec tout ça. Donc, je fais. Puis vous voyez la vie, ce qu'elle vaut en ce moment, c'est difficile, moi, c'est presque toujours difficile. Et moi, j'ai besoin de m'offrir des plages comme ça de poésie peut-être une vie fausse, vous voyez. Vous savez, c'est comme quand vous allez voir Woody Allen, il disait ça. Lubitsch, il est extraordinaire parce que quand vous allez voir un Lubitsch, eh bien après, pendant un certain temps, la vie ressemble à du Lubitsch. Après, ça s'efface, vous voyez. Et pourtant, Lubitsch, c'est faux. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être emmené dans ce monde-là? C'est peut-être ça, une des fonctions de l'art, de nous transporter ailleurs et en nous-mêmes en Certainement. même temps. Certainement. En tout cas, pour moi, oui. Moi, je n'aime pas un art qui est sombre, vous voyez, qui touche trop à la réalité. Il y en a peut-être qui le font très bien, vous voyez, mais moi, j'ai besoin j'ai besoin d'être emmené, hein, comme vous le disiez, ailleurs. J'ai besoin, vous voyez, par exemple, j'ai toujours préféré Pandora à la Comtesse aux pieds nus, qui est beaucoup plus réaliste, vous voyez. C'est pas par hasard que plus jeune j'aimais le surréalisme. Et j'ai besoin. Je ne suis pas de ce monde-là. Très bien. Floc, Je suis ailleurs, et je m'y sens bien. très bien. Eh bien, Floc, je vous remercie de nous avoir donné cette interview venue d'ailleurs, de là où vous êtes, dans le magnifique décor que l'on voit derrière vous. J'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à se plonger toutes affaires cessantes dans l'art de la guerre. Je suis persuadé qu'ils feront comme moi, c'est-à-dire de le lire hein, et de le relire et de le regarder et de le re-regarder à plusieurs reprises, comme on le faisait dans l'enchantement des premiers Edgar Jacobs. Alors, avec une plaquette de chocolat. Merci Floc, à très bientôt. Ciao.